Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, un philosophe et écrivain anglais qui avait la mémoire longue, un homme aux 1000 talents, un esthète et un lutteur, un amoureux de la France, qui nous a quittés il y a 4 ans, le 12 janvier 2020, Roger Scruton, ou Scruton, si on prononce son nom à la française, ce qui permet un petit jeu de mots que l'auteur a d'ailleurs fait lui-même sur son propre nom, puisqu'il a adopté pour devise latine Semper Scrutari, qu'on pourrait traduire par toujours fouiller, toujours examiner, toujours chercher à savoir. Pouvez-vous donc nous rappeler aux muses la vie foisonnante de Roger Scruton, cet homme aux 1000 passions et aux 40 ouvrages? Et si un humble mortel peut se permettre de vous donner un conseil aux muses, évitez de nous citer Wikipédia, qui est rarement exempte de calomnie. Tenez-vous-en plutôt à ce que Scruton lui-même choisit de nous dire de sa propre vie dans My Journey, Mon parcours, qui est le premier chapitre de son livre How to be a Conservative, qu'on pourrait traduire par L'art d'être conservateur, et dont je parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, parcourons les étapes importantes du cheminement intellectuel de cet auteur. Le petit Roger naquit en 1944 au sein d'une famille modeste dans le nord de la vieille Angleterre. Son père, Jack Scruton, était issu d'un milieu populaire. Il avait passé son enfance dans les taudis ouvriers de la banlieue industrielle de Manchester. Après la Seconde Guerre mondiale, Jack Scruton devint instituteur. C'était un militant syndical, un membre du Parti travailliste et un socialiste convaincu. Socialiste au sens dur. Il croyait à la lutte des classes et à une vie radieuse après la disparition du capitalisme. Toutefois, Jack Scruton vivait avec sa famille dans une petite ville anglaise traditionnelle et il était attaché à son architecture et à son urbanisme à l'ancienne, au point de fonder une association de préservation du patrimoine. Il se mit à lutter pour sauver les bâtiments anciens et empêcher le remplacement des petites rues conviviales par des avenues de blocs de béton qui vous défigurent une ville et en détruisent le tissu social. Tout révolutionnaire qu'il fût, ce socialiste était donc d'instinct un conservateur, comme le fait remarquer son fils avec humour. Et ces deux facettes de Jack Scruton, socialiste en politique et conservateur en urbanisme, vont influencer son fils Roger. Le caractère utopique du socialisme saute aux yeux de l'adolescent. Il comprend que le paradis des lendemains qui chantent n'est pas une solution aux souffrances de l'humanité, mais un rêve. Il soupçonne que la lutte des classes n'est pas une réalité, mais une sorte de fiction épique qui fait rêver les militants du XXe siècle, tout comme les chants de la guerre de Troie faisaient rêver les Grecs vivant il y a près de 3000 ans. En revanche, le combat paternel pour la préservation du patrimoine va faire une grosse impression sur le jeune Scruton. Et il en retient un principe simple mais sûr, il est toujours bon de conserver quelque chose quand ce qu'on propose de mettre à sa place est pire. It's always right to conserve things when worse things are proposed in their place. Et ce principe tout bête, nous dit l'écrivain de 70 ans, c'est le cœur du conservatisme. De 11 à 17 ans, le jeune Roger fréquente une grammar school, littéralement une école de grammaire, c'est-à-dire un établissement qui vous prenait à la fin du primaire et vous emmenait jusqu'au seuil de l'université. Comme le faisaient en France les lycées avant 1975, avant que le ministre de l'Éducation de ce cher Foutriquet, pour parler comme Pierre Boutan, ne les détruisit avec sa réforme du collège unique. Pour revenir à la Grande-Bretagne, ces écoles de grammaire étaient sélectives mais gratuites, financées à l'origine par des donateurs privés, par des institutions charitables, et leur existence remontait au Moyen-Âge. Elles permettaient à des enfants pauvres, doués pour les matières abstraites et intéressés par elles, les deux vont souvent ensemble, n'est-ce pas, de faire les mêmes études que les enfants des riches, qui
qui eux fréquentaient les public schools, des écoles payantes, privées malgré leur nom. Et cela ouvrait à ces enfants pauvres les portes de l'université, y compris les plus huppées comme Oxford ou Cambridge. Sans ces écoles de grammaire, je ne serais pas en train de vous parler de Roger Scruton. Le jeune Roger serait probablement allé travailler à l'usine, puis, après le choc pétrolier de 1973, il aurait sans doute pointé au chômage. Mais, Dieu merci, dans les années 1950, ces écoles existaient encore et le jeune Roger y étudia les humanités, c'est-à-dire le latin, le grec, la grammaire anglaise, Shakespeare, l'histoire de l'Angleterre et le français, ainsi que les mathématiques et les sciences de la nature, c'est-à-dire physique, chimie, biologie. Scruton vécut cette scolarité comme une chance inouïe et il évoque souvent ces écoles, aujourd'hui disparues, dans l'art d'être conservateur. On en reparlera dans une autre vidéo. Bref, le jeune Scruton est sur une trajectoire parallèle à celle des aristocrates et des bourgeois, et cela crée des frictions avec son socialiste de père qui suspecte son fils de vouloir trahir sa classe d'origine. Les soupçons de Jack Scruton se trouvent confirmés quand Roger entre à Cambridge grâce à une bourse d'excellence pour étudier les sciences de la nature. Son père, Jack, est tellement offusqué de voir son fils rejoindre ce bastion de la classe exploitante qu'il cesse de lui adresser la parole. À Cambridge, Roger Scruton s'intéresse de plus en plus à la philosophie, à l'esthétique et à tout ce qui est beau. Littérature, musique, architecture, peinture, et il bifurque vers les études de philosophie avec une prédilection pour la branche de la philosophie qui s'intéresse à la beauté et à l'art, l'esthétique. Il apprend aussi l'italien et fait un long séjour à Rome. Il veut parfaire son français. De la part d'un anglophone, c'est un effort qui mérite d'être salué. Il faut vraiment une vive curiosité intellectuelle pour apprendre une langue aussi inutile que le français, n'est-ce pas? Je plaisante. Scruton vient donc à Paris sous prétexte d'enseigner l'anglais. À cette occasion, il tombe amoureux de la France. Il passe ainsi une année à Paris et, hasard de l'histoire, cette année-là, c'est 1968. Et ce que mai 68 n'a pas réussi, au dire de certains, à faire avec la classe ouvrière française, lui donner une conscience politique, elle le réussit avec Scruton. Avant mai 68, Scruton se comportait en rebelle. Pour lui, tout ordre institutionnel était fait pour être renversé. À Cambridge, il était coutumier des entorses à la discipline, ce qui lui avait valu un certain nombre de sanctions. On pourrait dire que c'était un anarchiste spontané. Mais il ne s'intéressait pas à la politique. Sa passion, c'était l'esthétique. Et animé par cette passion, il s'était profondément attaché aux belles œuvres, au canon littéraire et artistique occidental, architecture italienne, musique allemande, poésie grecque, etc. Il était hors de toute politique, comme son père Jack dans le domaine de l'urbanisme, d'instinct conservateur dans les domaines qui lui étaient chers, l'art et la littérature. Mais il était conservateur sans le savoir. Or, quand il entendit autour de lui les 68 arts, à ses yeux de jeunes bourgeois qui avaient la chance d'être abreuvés gratuitement par le généreux État français à la source de ce patrimoine littéraire et artistique français d'une richesse et d'une beauté inouïe, quand il les entendit rejeter tout cet héritage au motif qu'il serait bourgeois, il fut consterné. Il prit en horreur le galimatia marxiste et ce fut son éveil politique. Il devint politiquement conservateur. Les 68 arts ont peut-être échoué à faire la révolution, ils ont réussi à révolter Roger Scruton. En passant, l'histoire se répète. En 1790, quelques 2 siècles plus tôt, c'est la répulsion pour les bouleversements de la Révolution française qui inspira
à un homme politique irlandais, Edmund Burke, ses Réflexions sur la Révolution en France, un livre généralement considéré comme l'ouvrage fondateur de la pensée conservatrice. Et en 1968, c'est de nouveau le spectacle d'émeutiers parisiens, avec la guillotine en moins, Dieu merci, qui transforma Roger Scruton en conservateur. De retour en Angleterre, Scruton devint professeur de philosophie dans une petite université. En même temps, il n'était pas certain de pouvoir vivre éternellement de l'enseignement. Il prépara donc le barreau. Il acquit alors une bonne connaissance du droit coutumier anglais, la common law, fondée sur les précédents et qui remonte au Moyen-Âge. À cette occasion, il découvrit que le droit anglais est une construction populaire qui a été créée par en bas et non pas un code imposé d'en haut par la classe dominante comme l'affirmait le dogme marxiste. Dans les années 1970, en Grande-Bretagne, les travaillistes sont au pouvoir et les conservateurs sont dans les cordes. En fait, le Parti conservateur anglais a fini par se rallier à l'économie dirigiste et à ce consensus mou qui voulait que le déclin de l'Angleterre fût inéluctable, qu'il n'y eût rien d'autre à faire que gérer tranquillement ce déclin et préparer la disparition du pays dans la communauté économique européenne, la CEE, ancêtre de l'UE, à laquelle la Grande-Bretagne adhéra en 1973. Heureusement, dit Scruton, en 1979, Margaret Thatcher accède au pouvoir et un vent nouveau souffle sur l'Angleterre. L'État dessert son carcan et les citoyens peuvent donner libre cours à leur esprit d'entreprise. Par rapport à la stagnation et au dirigisme étouffant des décennies précédentes, Scruton se félicite de cette évolution. Il regrette toutefois que le courant dominant au sein du Parti conservateur réduise tout à l'économie, cette science lugubre ou dismal science, comme disent les anglo-saxons. Il déplore que de nombreux conservateurs aient oublié les valeurs sociales traditionnelles pour devenir des idolâtres du marché, c'est-à-dire en fait des libéraux. Scruton crée alors un cercle de réflexion où il tente de réunir des hommes politiques, des journalistes et même des intellectuels conservateurs, cela existe, espèce rare mais coriace, et de leur rappeler l'existence de quelque chose qui s'appelle la société, l'existence aussi de valeurs qui n'ont pas de prix, et aussi qu'Homo sapiens ne se réduit pas à un Homo economicus abstrait, caricatural, mais que c'est un homme réel, qui est anglais, a une famille, une vie spirituelle, une morale, un goût, un art de vivre, des expériences esthétiques, une piété envers ses ancêtres et des espoirs pour sa descendance. La liberté est une excellente monture, mais encore faut-il savoir où l'on va, rappelle Scruton, citant un poète anglais. Freedom is a very good horse to ride, but to ride somewhere. En passant, cher auditeur, la traduction que je propose ici est loin d'être la seule possible. Traduire, c'est choisir. Si vous avez d'autres suggestions, je vous en prie, indiquez-les en commentaire. En même temps, dans les années 1980, un autre champ d'action s'ouvre dans la vie de Roger Scruton. À l'invitation de dissidents tchèques, polonais et hongrois, il se rend souvent en Europe centrale, alors sous occupation russe et soumise au régime communiste. Il y donne des conférences semi-clandestines à des cercles de dissidents qui se réunissent chez des particuliers. Et ce qui le frappe, c'est de voir à quel point le régime policier en place étouffe la culture propre à ces pays, et comment pour résister, les dissidents cultivent la mémoire de leur culture nationale, une mémoire longue de 10, 15 ou 20 siècles. Les Tchèques se regroupent pour jouer de la musique tchèque, lire des auteurs tchèques, réfléchir sur l'histoire tchèque. Les Hongrois font de même avec les musiciens, les auteurs et l'histoire hongroise. Les Polonais font de même avec le patrimoine polonais. Dans tous ces pays, la lutte contre l'oppression passe
par un travail d'anamnèse, pour reprendre le mot de Platon qui signifie remémoration. Rappelons ce mythe du Ménon. Nos âmes ont déjà vécu avant notre naissance, et lorsque nous croyons apprendre quelque chose, en fait, nous nous le remémorons d'une vie antérieure. Apprendre, c'est se rappeler quelque chose qui nous préexiste. Très beau mythe qui recèle une vérité profonde. Prenons un exemple français. Pour nous, francophones, qui avons une langue romane comme langue maternelle, apprendre le latin, ce n'est pas autre chose que se rappeler l'origine de notre langue, que nous avons oubliée, mais qui est latente dans les mots, la grammaire et les tournures du français, comme le cœur invisible d'un arbre. S'il n'y avait pas le substrat du latin, il n'y aurait tout simplement pas de langue française. Nous connaissons donc tous le latin. Nous l'avons simplement oublié, et l'étudier, ce n'est pas le découvrir, c'est se le rappeler. Pour revenir au récit que Scruton fait de sa vie, un tel exemple de résistance à l'oppression qui prend la forme d'une anamnèse, d'une remémoration de l'histoire et de la civilisation nationale, marque profondément Scruton et lui donne des idées sur le combat à mener dans son propre pays. Et ce, d'autant plus qu'en 1984, et ce n'est pas une plaisanterie, l'épisode eut vraiment lieu en 1984, Scruton fut victime d'un incident qui, comme il le dit avec humour, rendit sa vie beaucoup plus intéressante que celle qu'il avait eu l'intention d'avoir. En anglais, « It made my life much more exciting than I ever intended it to be ». En effet, en 1984, Roger Scruton publia, dans une petite revue conservatrice qu'il avait fondée, l'article d'un proviseur de collège, un certain Ray Honeyford, qui remettait en cause le bien fondé de la politique multiculturelle dans l'éducation britannique. Ce Mr. Honeyford déplorait notamment qu'on laissât des paysans pakistanais fraîchement immigrés en Angleterre faire comme au pays. Il dénonçait l'endoctrinement des enfants par les écoles coraniques, le traitement discriminatoire des filles au sein de leur communauté et le fait qu'on permit aux parents de retirer leurs enfants de l'école à volonté pour les envoyer faire de longs séjours au Pakistan au mépris du principe de l'obligation scolaire. Et à la place de la politique officielle qui consistait à tolérer, voire à encourager ces mœurs au nom du respect des autres cultures, Mr. Honeyford recommandait une politique d'intégration. Juste pour avoir publié un tel article, Scruton fut traîné dans la boue, diffamé, y compris à la BBC, s'entendit traité de raciste, subit des procès et se trouva ostracisé non seulement par les libéraux, mais aussi par bien des conservateurs soucieux de leur réputation. Bref, Scruton subit les persécutions, annulations, intimidations et poursuites qui sont devenus le pain quotidien aujourd'hui en Occident de ceux qui refusent de bêler avec le troupeau. Un jour, une horde le chassa même d'une salle de conférence et le poursuivit au dehors. La coupe était pleine, Scruton décida de renoncer à l'enseignement. De toute façon, après un tel scandale, il pouvait faire une croix sur sa carrière universitaire. En 1989, le mur de Berlin tombe, l'Union européenne s'élargit et on voit la main-d'œuvre qualifiée des anciens pays de l'Est immigrer massivement en Angleterre, au détriment, selon Scruton, à la fois des pays d'origine qui perdent leur jeunesse diplômée et du pays d'accueil dont les salaires sont tirés vers le bas et dont l'environnement, déjà très abîmé, se dégrade encore plus sous l'effet de la surpopulation. Pour Scruton, l'abolition des frontières à l'intérieur de l'UE est une mauvaise chose et le rejet de la dictature des bureaucrates bruxellois non élus et non responsables devient un de ses chevaux de bataille. En parallèle, dans les années 1980, Scruton visite le Liban
et voit comment la Syrie tente d'absorber ce petit pays dans une grande Syrie, notamment en utilisant la question religieuse et en invoquant la communauté internationale des Mahométans. Cette expérience conforte Scruton dans l'idée que pour former une démocratie, une nation a besoin de frontières et d'un régime politique à elle, d'une cohésion sociale fondée sur une communauté de territoires, et qu'inversement, l'abolition des frontières signe l'arrêt de mort de la démocratie, que cette abolition se fasse au nom de Mahomet, comme dans le projet de Grande Syrie d'Hafez el-Assad, ou au nom de la paix et de la prospérité dans le projet de fédération européenne. Ne riez pas trop fort s'il vous plaît. À partir des années 2000, à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et aussi au vu de l'influence croissante que ceux qui suivent la loi de Mahomet, pour parler comme Joinville, exercent sur les institutions et les mœurs britanniques, Scruton réfléchit de plus en plus aux relations entre politique et religion. Il en tire la conviction que le régime politique anglais, qui repose sur la responsabilité et l'obligation pour les dirigeants de rendre des comptes à leurs concitoyens, découle de la religion chrétienne et notamment de la pratique de la confession et du pardon. Inversement, il discerne un lien entre l'évolution de plus en plus dictatoriale de l'Union européenne, gouvernée par des bureaucrates qui n'ont de compte à rendre à personne, et les positions antichrétiennes des juges européens. Il redouble alors d'ardeur à défendre la souveraineté britannique contre les empiètements croissants de la bureaucratie bruxelloise. Et c'est la fin du récit que Scruton lui-même nous fait de sa vie au début de son livre « L'art d'être conservateur », rédigé 6 ans avant sa mort. Qu'ajouter d'autre ? Sinon que ce fut un homme aux 1000 talents et aux 1000 passions, qui a mené une vie débordante et qui laisse derrière lui une œuvre prolifique. Marié 2 fois, père de 2 enfants, amateur de vin, auquel il a consacré un ouvrage intitulé « Je bois, donc je suis », I drink, therefore I am, passionné de musique, compositeur d'opéra, fervent de chasse au renard, enseignant, juriste, éditeur de revues, influenceur politique, conseiller en relations publiques, il a encore réussi à trouver le temps d'écrire une 40aine d'ouvrages, si bien que Douglas Murray, sans doute son disciple le plus éminent, a pu dire qu'on pourrait avoir une vie mondaine bien remplie rien qu'en assistant au lancement des livres de Roger Scruton. Voilà, nous espérons vous avoir donné une image fidèle de la vie de Roger Scruton. Merci aux muses de nous avoir rappelé l'histoire de cet homme que vous avez si bien inspiré. Et merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des autres chapitres de l'art d'être conservateur, où Scruton, à 70 ans, livre une synthèse de sa pensée et de sa vision du monde, dans une œuvre dense et riche qui reflète tout l'éventail de ses intérêts, politique, mais aussi philosophie, esthétique, éducation, enseignement, architecture, urbanisme, musique, sciences, littérature, histoire, sociologie. Si un ou plusieurs de ces sujets vous intéressent, chers auditeurs ou auditrices, voyez le lien en description ou sur la page d'accueil de la chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, accordez-moi la vie sauve en cliquant sur le pouce qui pointe vers le haut, laissez un commentaire, abonnez-vous à la mémoire longue, c'est gratuit et c'est comme l'imprimerie, cela favorise la diffusion des idées. Portez-vous bien, que Mnémosyne, déesse de la mémoire et mère des muses, soit avec vous.